On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du secteur Vieux-Saint-Luc et de l'enjeu sur les golfs avec le conseiller Marco Savard. Mais d'abord, parlons de santé, parlons de COVID et parlons de la montée régissante avec le PDG du CIS, Richard Deschamps. On le voit, on le constate, le premier ministre l'a dit, on est dans la deuxième vague de cette pandémie de la COVID-19. Il y a quelques zones qui sont en rouge au Québec, d'autres qui sont en orange, d'autres qui sont mitoyennes. C'est un peu le cas de la Montérégie. Faisons un peu l'état de la situation avec le président directeur général du CIS de la Montérégie-Centre, Richard Deschamps. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Évidemment, on vit une situation assez particulière en Montérégie parce qu'une partie est en rouge, celle désignée par le territoire de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, une autre qui est en orange, qui est plus les zones de Valleyfield, Saint-Jean ou Sorel à l'autre extrémité. Pour des installations en Montérégie-Centre, qu'est-ce que ça change chez vous d'avoir à vivre avec des zones rouges et oranges? Bien, pour les installations comme les hôpitaux et les CHSLD, ça ne change pas grand-chose parce que du moment qu'on est une zone orange, les visites sont très limitées, particulièrement dédiées à des situations humanitaires ou des proches aidants, mais sans plus. Alors, on est déjà actuellement là, dans des limitations de visites et de circulation dans nos installations actuellement. Bon, comment on s'est préparé à la deuxième vague, sachant qu'il y en aurait une, et là, on est dedans, mais dans les dernières semaines, voire les derniers mois, comment on s'y est préparé ici en Montérégie? Bien, M. Dubé avait un plan qui nous a demandé de suivre à la lettre. C'est un bon plan. C'est un plan qui résulte un peu des apprentissages qu'on a faits malheureusement de la première vague. Alors, on a mis en place le plan. Alors, l'un des grands morceaux majeurs du plan, c'était celle d'avoir près de 10 000 PAB au Québec de plus. Nous, on en a eu pas mal, à peu près 360 et quelques, comme dit. Il était prévu 400 quelques, mais il y a eu des désistements. On a eu plus de 360 personnes. Ça a fait du bien. Ça, c'est le premier morceau. Renforcement des équipes de prévention contre les infections. On est en recrutement. Le recrutement est difficile. Vous savez, la main-d'œuvre, c'est pas facile. Alors, on essaie de combler tous les postes en prévention des infections parce que dans le plan de M. Dubé, entre autres, qui était prévu d'avoir des personnes dédiées par site de CHSLD, alors actuellement, là, on étire un peu les ressources pour être à tout le moins capable de couvrir les endroits où il y a des éclosions. Bon, bien, parlons justement de ces priorités émises par le ministre. Le ministre voulait qu'on ait minimalement un gestionnaire par établissement, un gestionnaire par bâtisse, par CHSLD. Est-ce que c'est maintenant chose faite en Montérégie ou s'il y a encore des postes à combler? On a comblé nos postes. Il reste par contre 2 endroits où on a des intérimaires. Il y a des chefs qui sont là par intérim, mais c'est des gens quand même là, de haut niveau. Il y a un intérim qui est comblé actuellement par une de nos directrices adjointes. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas son premier choix de carrière, mais on lui a demandé de couvrir. Et un autre, là, une personne qui était hésitante à prendre le poste, mais qui l'occupe actuellement de façon intérimaire. Et ces gens-là font tous un travail, sont déjà en poste depuis plus d'une semaine. Bon, vous avez fait référence aux 10 000 nouveaux postes de préposés aux bénéficiaires. Vous dites qu'ici, en Montérégie, sur les 10 000, on en a environ 360. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à travailler? Est-ce qu'ils vont commencer à travailler? Est-ce qu'on a déjà déterminé l'endroit où ils iraient aider dans le réseau? Bien, actuellement, ils sont tous accueillis dans nos sites. Ils sont répartis un peu partout, dans nos CHSLD, aussi dans nos RPA, parce qu'il y a des RPA qui manquent de personnel. Alors, ils sont un peu partout, dans les CHSLD privés aussi, puis aussi de nos 372 PAB, bien, il y en a aussi qui dégagent d'autres PAB qui étaient formés selon la formation classique. Et ces gens-là peuvent être orientés vers les hôpitaux. Parce qu'il manque aussi des PAB en hospitalier aussi. Peut-être faire juste une petite précision. C'est 372 PAB au niveau du CIS de la Montérégie-Centre, mais pour la Montérégie au complet, vous pouvez penser à plus de 1000 personnes. Là. Bon. Un autre des enjeux que le ministre a indiqué, puis je le lisais dans l'article de la presse en fin de semaine sur les 100 jours du nouveau ministre. Oui. Bon, la mobilité du personnel, et là, il disait, bon, finalement, on se rend compte qu'on est encore beaucoup dépendant des agences. Évidemment, nous, on est quand même aussi près de Montréal. Bon, visiblement, à court terme, on n'y arrivera pas.
Est-ce qu'évidemment, le CIS de la Montérégie-Centre fait encore appel à beaucoup de personnel émanant des agences? On fait appel à des agences. On se donne des conditions, par contre, là, ça s'appelle la gestion de risque. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on a demandé à nos gestionnaires, entre autres, de sites, nos nouveaux gestionnaires, de faire respecter à la lettre, c'est que si quelqu'un vient d'une agence, bien, il faut qu'il soit affecté sur un temps significatif, il faut qu'il soit dépisté comme tous les autres employés. On fait encore du dépistage systématique d'employés à toutes les semaines. Alors, on demande aux gens, ce qu'on demande aux gens, c'est lorsqu'il y a une mobilité, bien, on demande, vérifier si la personne n'est pas infectée, et deux, on demande de la stabilité sur un temps significatif. Bon, parce qu'en même temps aussi, vous parlez de tests à l'égard des employés. Est-ce qu'on teste tous les employés ou certains employés? Quel est le modus operandi sur le dépistage pour les employés? Bien, ça faisait partie du plan de M. Dubé, entre autres. On nous a demandé de tester tous les employés de nos installations de CHSLD de façon systématique. Vous comprendrez que les gens doivent refuser. Alors, je ne peux pas dire que tous les employés sont testés, mais beaucoup de personnes participent là, de plein gré au dépistage. Vous savez, ce n'est pas toujours sympathique là, d'avoir les coubillons. C'est sûr. Et est-ce qu'on arrive à avoir un délai de réponse quand même assez rapide entre le moment où une employée ou un employé se fait tester et le jour où il obtient sa réponse? Pour les employés, en temps normal, c'est autour de 24 heures. Bon, il y a eu des délais dans les derniers jours parce que, on a eu des bruits de machine, on a eu aussi une surdemande d'analyse suite à des phénomènes, là, entre autres une bourse scolaire. Il y a eu énormément de pression sur nos laboratoires en Montérégie. On pense être en mesure de revenir là, à un délai normal, là, de respect de tous les délais à partir de jeudi prochain. On serait l'une des rares grappes de laboratoire là, dans la région à être on time, comme on dit. Oui, parce que là aussi, il y a un autre phénomène dans certains établissements, puis c'est pas juste chez vous, c'est partout au Québec, c'est les éclosions. On sait qu'il y en a eu, je crois, à Gertrude-Lafrance au 2e étage, du côté de Sainte-Croix, Champlain aussi, je crois. Oui. Qu'en est-il au moment où on enregistre cette entrevue? Quel est le niveau d'éclosion qu'on a dans nos bâtiments? En fait, à Sainte-Croix et à Gertrude-Lafrance, on parle de 6-8 personnes là, en moyenne par CHSLD et on a eu un décès dans chacune des installations. En ce qui concerne Champlain, ben là, on a un peu plus de personnes. On a près de, je pense, autour de 18 personnes infectées actuellement. Donc, c'est une éclosion un petit peu plus importante. Contrairement à la première vague, là, je dirais qui avait épargné beaucoup Saint-Jean. Là, je suis obligé de dire qu'à Saint-Jean, actuellement, il y a beaucoup de contamination communautaire qui se passe actuellement. Ça passe par notre personnel qui, malheureusement, contamine des usagers. Alors, c'est la différence avec la première vague où c'était très concentré à Longueuil. Actuellement, là, il y a un peu d'éclosion un peu partout dans nos installations. Entre autres, à l'hôpital Charlemagne, il y en a eu quelques-unes aussi. Dans les CHSLD que vous avez nommés, mais la plus importante est à Champlain actuellement. Bon, et si on a des éclosions, exemple à Champlain ou à Gertrude-Lafrance à Saint-Jean ou Sainte-Croix à Marieville, qu'est-ce qui arrive pour le personnel de ces étages-là? Disons que quelqu'un a travaillé en présence d'un patient qui est testé COVID. Là, vous testez l'employé. Est-ce que l'employé peut continuer de travailler ou est-ce qu'il doit attendre le résultat de son test? Tout le monde est retiré de façon systématique. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas les résultats de test, tout le monde est retiré. Alors, juste à Champlain, là, on a 25 personnes actuellement qui sont retirées du milieu. C'est énorme. Surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre important comme on a là actuellement. Alors, je n'ai pas besoin d'insister pour vous dire qu'on a fait beaucoup de gymnastique au bout d'un jour pour être capable de couvrir les besoins. Parce qu'en perdant 25 personnes dans un CHSLD comme celui de Champlain, ça crée beaucoup de maux de tête pour la gestion, là, pour être capable de couvrir les services. Alors, les gens sont retirés. Il y a des enquêtes qui se font pour chaque situation. Alors, on remonte la chaîne de propagation et les gens, évidemment, se font tester. On a une super bonne collaboration là, de notre personnel là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais tout le monde est retiré, tout le monde est testé. Bon, les patients sont mis en isolement aussi. Un phénomène intéressant, puis c'est bizarre parce que dimanche soir, à Tout le monde en parle, j'écoutais entre autres l'entrevue avec le docteur Marquis de Maisonneuve-Rosemont. Il y a une phrase, moi, évidemment, qui m'a beaucoup frappé dans cette entrevue-là. Elle dit, la différence, évidemment, entre la première et la deuxième vague. Oui, la première vague, il y a beaucoup de personnes âgées, donc beaucoup de personnes, évidemment, très à risque, qui occupaient des lits, soit des lits d'hospitalisation ou de soins intensifs.
Par contre, la différence, et c'est ce que je semblais décoder de la crainte qu'on a, c'est-à-dire que par la force des choses, évidemment, une personne âgée, ça passe ou ça casse. Donc, le taux d'occupation du lit en soins intensifs risque d'être de plus courte durée, évidemment, si la personne décède. C'est mathématique. Par contre, un jeune de 30, 35, 40 ans qui va occuper un lit de soins intensifs pendant 2 mois, lui, il va occuper un lit pendant très, très, très longtemps. Comment nous sommes-nous équipés à Saint-Jean, à l'hôpital du Richelieu ou à Charlemagne, à Longueuil, au niveau des lits qui sont dédiés aux cas de COVID en soins intensifs ou en termes d'hospitalisation? Bien, actuellement, les hospitalisations pour le 6 de la Montérégie se font à Charlemagne. Il y a près d'une 50aine de lits déjà dédiés, prêts à accueillir des patients. On n'a pas 50 patients, là, je tiens à dire. On a à peu près une quinzaine de patients actuellement hospitalisés, quelques personnes en soins intensifs. On a une capacité aussi de 14 lits de soins intensifs. Les lits ne sont pas tous occupés. On pourrait monter jusqu'à 25 lits en soins intensifs. Alors, on a une bonne capacité pour répondre aux besoins d'hospitalisation. Mais vous avez raison. Les gens plus jeunes pourraient nécessiter des plus longues hospitalisations, donc conséquemment, un engorgement du système hospitalier. Bien, ça, c'est mon autre question. Donc, si malheureusement la situation dégénère et que vos 50 lits d'hospitalisation ou vos 25 lits de soins intensifs sont occupés à 100 % est-ce que ça va avoir un effet sur les autres services? Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir leur chirurgie être reportée? Même si, en principe, on dit oui, les traitements de cancer, on les fait quand même, mais il y a quand même un impact. Je veux dire, il y a un problème de ressources humaines dans le milieu. Donc, ma question, si vos lits sont occupés à 100 % au niveau COVID, est-ce que ça a un impact sur les autres services? Assurément. Alors là, vous l'avez dit tantôt, tout est mathématique. Alors, avant la pandémie, on avait déjà un grand défi de main-d'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux, comme dans d'autres réseaux, sur d'autres secteurs économiques du Québec. La pandémie a accentué le problème. Alors, c'est sûr que lorsqu'on perd entre guillemets, des soldats au combat, bien, il y a d'autres soldats qui doivent être mis au rendez-vous là, pour offrir des services de base. Alors, assurément, il y a d'autres types de services qui doivent être délestés. C'est malheureux, mais on ne peut pas passer à côté de ça. C'est impossible dans le cas actuel, compte tenu de la pression qu'on a de services, qui malheureusement aussi va en augmentant. Hein. Tous les jours, on voit les cas qui augmentent. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des services qui vont être délestés. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que les services pour l'hôpital, les chirurgies urgentes, l'oncologie, tous les services qui font en sorte là, qui pourraient, à court terme, porter préjudice à nos patients, là, sont assurés actuellement. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des listes d'attente qui vont s'allonger pour des chirurgies moins urgentes. Ça, c'est clair. Évidemment, gérer en temps de pandémie, c'est pas facile pour personne. Évidemment, vous gérez quand même un centre intégré qui est quand même assez gros, là, celui de la Montérégie-Centre. Quand vous vous levez le matin, là, c'est quoi votre première préoccupation? Mis à part les petites urgences qu'il faut régler rapidement, là, à chaque matin, quand vous vous levez, là, puis vous vous ramassez devant votre ordinateur là, ou au téléphone à répondre à des questions, c'est quoi votre première préoccupation le matin? Ma première préoccupation actuellement, c'est de préserver nos personnes âgées en CHSLD. Je vous dirais là, que depuis quelques jours, là, du matin au soir, ma préoccupation, c'est ça, c'est d'être capable, de les protéger, de maintenir les services, puis avoir la main-d'œuvre pour le faire. Et ça, je vous dis, là, dans ce temps-ci, là, c'est la priorité du PDG du 6 de Montérégie-Centre. Évidemment, il y a tout le secteur hospitalier aussi qu'on doit aussi sauvegarder et maintenir. Mais comme je le disais tantôt, il va y avoir un certain délestage pendant quelques temps. Et au niveau, je dirais, parce que ça vient lourd à porter pour tout le monde. Hein, c'est un deuxième effort qu'on demande à tout le monde. C'est la même chose pour vous, pour vos gestionnaires et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi une préoccupation de garder le moral, la motivation, la bonne santé mentale des troupes pour passer au travers cette deuxième période-là? Bien, c'est sûr que c'est usant. Ça fait 6 mois, plus de 6 mois qu'on est là-dedans. On a eu un petit répit cet été. C'est sûr qu'on sent de la fatigue sur le terrain. Je ne vous le cacherai pas. Il y a beaucoup de fatigue sur le terrain. Mais il y a une particularité au niveau de la santé et des services sociaux. C'est des gens très dédiés à la cause. Hein. Alors, les gens ne comptent pas leurs heures. Les gens ne comptent pas leurs énergies. Mais c'est sûr que j'ai une préoccupation, moi, comme premier dirigeant, pour m'assurer qu'à la fin, à la fin de cette deuxième vague-là, que nos gens là, soient quand même en relativement bonne santé physique et mentale. Vous l'avez dit, au niveau de la santé mentale, là, je suis un petit peu plus préoccupé que la première fois parce qu'il y a de l'usure là, actuellement, puis il y a de la fatigue aussi, à tous les niveaux. Richard Deschamps, PDG du 6 de la Montérégie-Centre. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous. Au retour, on parle politique municipale.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres football civil. Absolument, avec William Julien, l'informateur joannais. En deuxième partie, hockey scolaire. Exactement, mais toujours à PML. Ouais. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Politique municipale, on reçoit aujourd'hui le conseiller du secteur Vieux-Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, Marco Savard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Dato. Ça fait déjà quelques années que vous êtes en politique municipale? J'en suis à mon 4e mandat. Là. On termine en 2021 pour le 4e mandat. Là. Wow! On est rendu là. Ça va vite, cependant, je dois vous avouer. Bon. Un dossier qui va vite, mais qui va moins vite aussi, c'est le dossier des golfs. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a 2 semaines, je recevais le maire, entre autres, ou même d'autres élus, puis je leur dis, il me semble qu'au début du mandat, c'était la grosse affaire, il fallait que ça se règle, il fallait vraiment qu'on détermine. Puis là, on est 3 ans plus tard, finalement. On n'entend plus parler. Y a-t-il encore des projets? Bien, moi, je suis toujours sur le même diapason de la teneur de faire une consultation puis rencontrer des citoyens. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pendant, beaucoup. Ça aurait dû être fait plus rapidement, ça, je vais vous avouer. Il y a des rencontres qui ont été faites avec le conseil municipal, un sous-comité qui s'est créé. Mais il y a des idées d'orientation pour le futur golf, mettons l'avenir du futur golf. Mais l'avenir du futur golf, il faut le penser aussi dans l'enjeu d'excédent de Saint-Jean sur Saint-Luc, autrement dit. Parce qu'on a des espaces verts disponibles possiblement pour faire des projets. Mettons, il y a un potentiel. Est-ce que c'est directement l'enjeu des golfs? Il faut analyser s'il n'y en a pas d'autres besoins aussi sur notre territoire de Saint-Jean, d'autres, entre autres Saint-Luc. Ouais. On parle de services scolaires. Il y a une demande qui nous a été justement demandée pour une école primaire, peut-être même au niveau secondaire. Est-ce que ça serait des lieux appropriés pour y installer ce genre d'infrastructure-là? Il faut prendre un fonds d'analyse global de tout ce qui est des enjeux des terrains disponibles à Saint-Jean. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en date d'aujourd'hui, dans votre secteur, pour ce qui est du golf Les Légendes ou de l'ancien golf de la mairie, il n'y a pas un promoteur qui dit « OK, moi, le golf de la mairie, là, je veux faire tant de maisons là-dessus. » Il n'y a pas rien. Ça, je vous dirais. Il n'y a rien de tangible. De tangible, actuellement, non. Mais de près, oui. Les promoteurs sont tous prêts à rencontrer des citoyens pour leur présenter. C'est malheureux. À quel moment ils vont faire ça? Il y a toujours encore l'enjeu de la situation politique. Parce que ce qui est très malheureux, je vais vous dire honnêtement, M. Latour, c'est qu'on prend des citoyens en otage dans ce dossier-là. Parce que les gens veulent savoir c'est quoi l'avenir de ces espaces-là. Les propriétaires riverains des contours des golfs veulent savoir s'il va se construire de quoi en arrière. Non, ça ne se passera pas de même pour la raison suivante, c'est qu'on veut faire une autre campagne électorale sur l'enjeu des golfs. Puis c'est ça qui est malsain, à mon opinion, moi, qui aurait dû être fait dès le début 2018, lors de mes premières rencontres citoyennes avec des consultations que j'ai faites à la Bibliothèque Saint-Luc. Puis commencer à donner le momentum, dire aux gens, bon, regardez, là, c'est quoi ce qu'on veut de ces espaces-là? Puis de travailler le dossier. Là, ça s'est pris un ralenti, si on veut, malheureusement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on veut échanger des terres, on veut-tu donner du 1 pour 1, on veut dire on donne l'autorisation de développer une partie des golfs, cependant on conserve une partie des espaces verts pour justement la collectivité, puis dans le fond, bonifier, si on veut, les espaces verts qu'on a moins à Saint-Jean. C'est ce fonds d'analyse-là qui aurait dû être déjà fait depuis 2019. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, dans le fond, c'est que quand on va s'en reparler dans un an, on va être au même point, là. Moi, j'essaie de travailler le dossier pour qu'en janvier ou février 2020, qu'on présente... 2021, pardon, qu'on essaie du moins de discuter avec les citoyens puis voir c'est quoi leur intention, c'est quoi que les autres veulent en arrière de tout ça, de cette disponibilité-là de terrain potentiel. Ouais. Puis, encore dans le même contexte, est-ce que les gens s'attendent à quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, on va sur un élan là, de construction résidentielle, mais à quel niveau qu'on doit construire des secteurs résidentiels?
On est-tu mieux de favoriser certaines infrastructures, dont des écoles, plus que le résidentiel? Est-ce qu'on doit favoriser des espaces verts? Moi, je pense que oui, on doit favoriser des espaces verts, mais il faut faire un compromis, puis il faut analyser les pour et les contre. Parce que là, les gens veulent des parcs nature. Les gens, entre autres, comme à l'île Sainte-Thérèse ou dans le bout de Jean Talon, dont les enfants viennent dans le centre-ville, auraient bien besoin d'une école. D'une école, entre autres. Est-ce qu'on a les infrastructures pour brancher, pour ajouter des maisons? Je ne sais pas trop. Possiblement non plus. pas. Bon, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Là. Exact. C'est pour ça que dès le début de l'année 2021, il faut absolument que la direction générale et la Ville pousse pour qu'on puisse y arriver, au moins pour présenter quelque chose à la population, dire c'est quoi avec quoi qu'on s'en va avec ces dossiers-là. Mais là, on ne peut pas tenir les citoyens en otage comme on le fait actuellement, c'est malsain. Bon, autre dossier dans votre secteur qui, lui aussi, ça fait quelques années qu'on en parle, la fameuse passerelle. Oui. Même des fois, moi, j'en viens à me demander si un jour, il va vraiment avoir une passerelle. Là, on s'est quand même assez investi, là, parce que l'Hydro-Québec nous a donné une subvention de 1,1 million pour justement l'enfouissement des fils des mains principales d'Hydro-Québec qui va traverser sur l'avenue du Parc. Ce qui veut dire, c'est que là, il reste l'axe à faire pour la passerelle. Puis évidemment, la section de l'avenue du Parc, l'autre côté de l'autoroute 35, dessus côté nord, côté côté est, c'est quasiment réglé l'emplacement. Là, maintenant, il reste ce côté où c'est justement l'ancien golf de la mairie. Ouais. On est encore avec des discussions et des enjeux parce que si ça passerait là, il faut qu'elle atterrisse sur un terrain qui ne nous appartient pas, qui appartient à un groupe d'agents d'affaires. Là, à partir de là, il faut le localiser. Puis le localiser, mais comment qu'on va faire s'il y a de la construction résidentielle? Ça peut être un potentiel pour une école secondaire ou primaire. C'est là qu'il faut tout travailler le dossier, puis de le prendre plus sérieusement et en considération. Mais là, est-ce que le projet de la passerelle est au prochain PTI, ce qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation? Oui. Bien là, il est prévu pour 2025, réalisation 2025. Parce qu'il faut attendre encore la rencontre avec les citoyens pour voir qu'est-ce qu'on fait avec cette zone de terrain-là. Ouais. Fait que tout ça, ça fait que ça retarde le processus. Parce que la logique des choses, si on aurait mis une emphase plus rapide sur le dossier des enjeux des terrains de golf, dès 2018, bien, on serait possiblement à travailler sur un plan, des plans de vie justement pour la passerelle. Bon, à part les golfs et la fameuse passerelle de l'autoroute 35 pour relier les deux Saint-Luc, c'est quoi les autres enjeux dans la prochaine année? Bien là, on a un qui s'en vient rapidement. On a évidemment une consultation publique dans le dossier du projet du 371 boulevard Saint-Luc, qui est les anciens bâtiments de M. Boucher, André Boucher, qui étaient des terres de camionnage, de pièces de camionnage qui étaient là. Le promoteur nous a présenté un projet. On a travaillé le projet. Là, on est à l'étape, évidemment, de la consultation publique qui va se faire avec les citoyens le 11 novembre. Il y a un projet de combien de maisons là-dessus? Je vous dis, ça va s'élever dans l'autour de 200-250 maisons. Il y a aussi l'accès aussi à ces espaces de ce terrain-là pour le projet. On doit évidemment passer par la rue Fortification dans le secteur des Légendes, que vous connaissez sûrement. Après ça, l'autre section du boulevard Saint-Luc, la section d'avenue des Échevins, passer par la mairie, puis aussi les échevins au complet. Fait qu'il y a ces enjeux-là qui vont être aussi à discuter avec nos citoyens, voir évidemment qu'est-ce que ça va être l'impact de tout ça, là. Entre autres, la problématique de circulation. Parce que 260 quelques portes, je vous dirais quand ça veut faire un peu d'achalandage dans certaines petites rues locales qui ont toujours été moins occupées. Hein. Parlant de circulation, est-ce que pour vous, l'intersection Bernier-Boulevard Saint-Luc est encore un enjeu en tant que tel au niveau de la circulation? Oui. Présentement, c'est encore le même problème. Bernier, boulevard Saint-Luc, tant qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas une autre voie d'accotement, mettons, pour dégager le boulevard Saint-Luc, on va vivre encore le même tracas. Mais il faut refaire au complet Bernier, du boulevard Saint-Luc jusqu'à, mettons, exemple, jusqu'à Omer-Marcil. C'est dans les plans de faire ça, de réalisation par phase le plus rapidement possible. Fait que je vous dirais peut-être pour 2022, ce tronçon-là, au moins, pour dégager l'achalandage sur le boulevard Saint-Luc. Bon, parlant de boulevard Saint-Luc, mais de la rue Bernier, je sais que ce n'est pas directement dans votre district, mais en même temps, le projet d'urbaniser la rue Bernier dans le secteur de l'ancien BMR, Quincaillier-Gagnon, jusqu'à Pierre-Caisse-Godette et compagnie, ça aussi, ça va améliorer. Là, oui, définitivement. Ça va donner un autre sens d'accès. Là. Mais encore là, il y a un accès piste cyclable, il y a tous ces plans-là à travailler. Là. Mais ça va donner aussi, en même temps, tout le réseau cyclable, d'ailleurs, est tout à refaire en partie dans la zone de mon secteur. On parle évidemment tantôt de la passerelle, l'avenue du Parc, c'est un secteur qu'on pourrait utiliser, c'est le cycliste. Il y a après ça Bernier, qu'on pourrait justement profiter des occasions d'y joindre une piste cyclable pour aller au moins se circuler un peu partout là,
dans ce secteur-là. Bon. Finalement, là, le stop, le panneau d'arrêt, là, coin Bernier-Savard, Il y a eu gain de cause. ça fait un job, Ça non? fait un job. Ben, il reste quand même que j'ai des problèmes de circulation sur la rue Savard, pareil, puis c'est Quand pas, même, c'est ouais. pas réglé. Il n'y a pas de diminution de trafic, là, pas pour cette situation-là. Surtout dans le coin du parc Père-Benoît, là, il y aurait d'améliorations à faire, là, possiblement, là, l'année prochaine, on va regarder pour faire plus des ballards ou peut-être même des buts de ralentissement, là. C'est ce qu'on aimerait travailler. Ben, la rue Savard, de par sa configuration, ça reste quand même que c'est un... C'est un autre. Je dis pas que c'est une rue collectrice, mais disons que c'est une rue qui fait un peu un le transit. contact. C'est un transit, là. Mais tout est relié. Hein. Si on regarde, vous avez parlé tantôt, M. Latour, du dossier de Moreau-Bernier, Bois-Saint-Luc, c'est une problématique là. Si on règle le problème de cette problématique-là, ben on va libérer la rue Savard, parce que les gens s'en servent comme transit. C'est un shortcut, excusez le mot. Là. Mais c'est pour ça que quand on va progressivement avancer dans ces travaux-là, dans le futur, bien là, ça va libérer ce achalandage-là sur Savard. Là. Je le souhaite bien, du moins. Marco Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Bonne Latour. chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Saint-Jean-sur-Richelieu est toujours en zone orange, étant exclu de la CMM. Il y a quand même de nouvelles mesures pour les activités sportives et de loisirs en lien avec la COVID, mais entre autres les bibliothèques et tout ça, les piscines. Il y a des nouvelles règles. Il faut quand même se renseigner à l'avance. Parlons du Télébingo, parce qu'en fin de semaine, dimanche, il y a un spécial 5 000 $. Ça ne revient pas tout le temps, donc allez acheter vos livrets chez les différents détaillants sur le territoire desservi par la télévision du Richelieu. À demain. Bye-bye.